L'édition spéciale du Sky Echo se poursuit au Big Tour à Saint-Quentin en Yvelines et on va parler de cybersécurité, Patrice. Absolument. C'est comme sur le site, on va présenter nos invités, mais sur le site de l'école 2600, j'ai lu la cybersécurité, c'est pas un choix. Et alors, donc, on présente peut-être nos invités. On a avec nous François-Hénolphe Feujas, PDG d'Oxybox. Bonjour François. Bonjour. Situé à Guyancourt. Alors, votre spécialité, c'est de développer des solutions de sauvegarde finalement. Quand une entreprise ou une infrastructure se fait attaquer, eh bien, son activité est sauvegardée, c'est ça ? Alors tout à fait. Alors Oxybox, pour être précis, on est spécialiste de la sécurité de la sauvegarde. C'est-à-dire qu'on édite une solution de sauvegarde sécurisée, mais également une solution qui permet de garantir la sécurité de la sauvegarde pour qu'elle soit exploitable après une cyberattaque. Avec nous aussi, Axel Dreyfus, le cofondateur de l'école 2600. On salue d'ailleurs Valérie de Saint-Père. Absolument. Et Lionel Auroux. Oui, l'école 2600, c'est au fond l'école de la cybersécurité. Alors, en fait, on a décidé de monter cette école pour répondre à un enjeu stratégique au niveau des filières, aussi bien au niveau des partenaires privés que du régalien, pour pouvoir former des experts en cyber, sachant qu'il en manque, a priori, à minima 35 000 spécialistes en France actuellement. D'accord, ah oui, 35 000. Oui. Et on parlera tout à l'heure avec Nicolas, qui est étudiant... Avec Maxime. Maxime. Mais avec toi aussi, Nicolas, on Moi peut parler aussi, avec mais vous. je ne suis pas à l'école 2600. Hein. Avec Maxime, qui est en deuxième année de l'école. Mais peut-être qu'on peut commencer par Oxybox, quand même. Alors, Oxybox, ça date... vous avez créé la start-up quand ? Alors Oxybox a été créé en 2014 et en fait on a passé 4 ans à faire que de la R&D, donc à développer le produit et on a mis notre produit sur le marché mi-2018 pour la première fois et on connaît depuis une croissance supérieure à 50% chaque année. Du fait de la multiplication des cyberattaques. Alors du fait, on est effectivement très porté par la multiplication des cyberattaques et on a le cas de l'hôpital sud-francilien qui est évidemment, je pense, très présent aujourd'hui dans les têtes et dans l'actualité. Mais on est aussi porté, je dirais, par une prise de conscience générale du fait qu'aujourd'hui, il est indispensable d'assurer une posture de cybersécurité. On a le positionnement avec Oxybox de pouvoir répondre aux besoins des plus grandes, mais aussi des plus petites structures, c'est-à-dire qu'on est très présent dans les territoires. On est en phase d'équipement de plus de 3000 collectivités territoriales à l'instant où on parle. Et c'est porté par l'actualité, certes, mais c'est aussi porté par une montée en maturité, encore une fois, des différents décideurs sur les sujets technologiques. Oui, parce que pendant un temps, on avait l'impression que les entreprises qui se disaient les cyberattaques, c'est pour les autres. Il y a toujours ça, et puis il y a toujours le côté un peu, c'est un sinistre. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Alors, ce qui est faux d'ailleurs dans le cas de la foudre, mais ce qui est encore moins vrai dans le cas des cyberattaques, puisqu'au contraire, une fois qu'on sait qu'une entité, qu'une entreprise est vulnérable, il y a plus de chances qu'on essaye de repasser pour avoir, ma foi, un deuxième bénéfice en tant qu'attaquant. J'ai une question, vous pouvez répondre tous les deux. Les cyberattaques, généralement, ce sont des hackers. Ils font quoi? Ils demandent des rançons? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs, on va répondre à deux, mais on a la partie qui est liée à la partie économique, organisation criminelle. Il faut savoir que la criminalité organisée sur Internet, son chiffre d'affaires dépasse celle aujourd'hui du trafic du stupéfiant au niveau mondial. Donc aujourd'hui, c'est quand même en termes d'extorsion aujourd'hui, une industrie à part. Après, on a toute la partie espionnage industriel qui, elle, ne se voit pas aujourd'hui, mais qui est quand même majeure. Après, aujourd'hui, on peut avoir des activistes qui vont défendre des causes politiques. Et actuellement, nous sommes dans un contexte géopolitique aujourd'hui où la partie renseignement aujourd'hui est évidente. Absolument. Où il y a même des États dont on dit qui absolument. Ce qu'on appelle des APT, généralement, qui sont des organisations criminelles soutenues aujourd'hui par des gouvernements. On peut citer la Corée du Nord, le régime turc, iranien aujourd'hui, ou chinois qui sont excessivement actifs dans ce domaine. Alors François, Nicolas le disait, votre cœur de métier, si je peux dire, c'est de sécuriser les données d'une entreprise, même quand elle est attaquée, c'est ça? Alors tout à fait. Alors, il faut évidemment qu'on soit déployé avant l'attaque, mais on va permettre de redémarrer instantanément après une cyberattaque en garantissant que les sauvegardes soient exploitables et puis évidemment en ayant des technologies qui vont nous permettre de garantir un redémarrage rapide. Donc on est d'une certaine manière, on est un peu la brique de base de la cybersécurité, le niveau 0 peut-être, c'est-à-dire que quand on n'a aucun équipement, c'est-à-dire qu'on part de 0 en termes de cyber, on va être attaqué fréquemment, on est une cible facile et donc on va avoir besoin de redémarrer très souvent. Et quand on est même très équipé, évidemment, on a un facteur de risque qui est moindre, on devient une cible complexe, mais même là, le risque 0, il n'existe jamais en termes de cyber, et donc on aura toujours besoin d'être capable de redémarrer. Oui, il y a des très grandes entreprises qui ont été attaquées. Et des spécialistes de la cybersécurité qui ont été attaqués, y compris récemment, et effectivement, ce qui démontre que personne n'est à l'abri. Est-ce qu'il y a pardon. Non. Nicolas. Juste une question pour Axel. Sur l'école 2600, ça a été créé il y a 1 an. Vous avez soufflé votre première bougie.
il y a une montée en puissance réelle parce que vous Oui. êtes crédible auprès de nombreux acteurs importants de la cybersécurité. Alors, le projet a été initié il y a plus de 8 ans suite à une collaboration dans un laboratoire de sécurité assez connu en France où on travaillait sur des missions données par l'ANSSI. On s'était promis aujourd'hui de monter une école de cyber avec certaines spécificités. Si on prend par exemple l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, si jamais la France se fait envahir en 40, on va éviter de mobiliser les troupes 3 ans après. Donc on voulait avoir finalement une école en alternance pour répondre immédiatement aux besoins des entreprises. Parce que l'avantage, c'est que l'intégralité de nos étudiants ne payent pas leurs études. Celles-ci sont financées aujourd'hui par la taxe d'apprentissage collectée par l'État, reversée aux branches qui nous financent. Mais ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des étudiants qui sont immédiatement opérationnels. C'est comme si je devais former, mobiliser pour les livrer sur le marché 3 ans après la bataille. Donc l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je forme mes étudiants immédiatement. En termes de chiffres, on a eu pour cette année 1392 candidats. Généralement sur les profils Bac plus 3 avec une compétence déjà avérée en cybersécurité, sur lequel on n'a pris que 8% des élèves. Et on a quasiment 200 étudiants sur le campus, répartis sur plus de 140 entreprises, aussi bien du régalien, ministère des Armées, ministère de l'Intérieur, différentes parties collectivités locales, et aussi sur un grand nombre d'entreprises qu'on appelle les EIV. Répondez, allez-y. Voilà, les EIV, E2ESE, c'est des organismes d'importance vitale ou des organismes de services essentiels. Et de véritables talents, parce qu'il y a des génies, il y a des... Je pense à Maxime Allez, déjà, Maxime. sur notre plateau, puis il y a aussi J'irais Léo. pas jusqu'à génie quand même. J'irais pas Léo jusqu'à aussi, génie. qui a 16 ans Oui, et qui a intégré votre école alors qu'il vient juste d'avoir son bac à l'âge de 16 ans. Mais Oui, Maxime, Mais Maxime, justement, racontez-nous votre parcours. Oui. voilà, parce que ça fait déjà un an que vous y êtes. Ça fait déjà un Votre an. deuxième là. année, hein. Je suis arrivé en deuxième année, là, la rentrée qui s'est passée hier. Donc avant, je viens juste d'un DUT informatique, donc de l'informatique assez générale. J'ai voulu me spécialiser en cyber et je suis arrivé dans cette école. Qu'est-ce qui m'a vous a paru attiré très dans la bien. cyber? En fait, moi, l'idée de la cybersécurité, c'est le fait de comprendre les choses. En fait, tout ce qui nous entoure est en train de s'informatiser, de se digitaliser. Donc en fait, si on veut sécuriser quelque chose, il faut le comprendre dans son ensemble. Donc aller vraiment dans toutes les couches de l'informatique. Et en fait, c'est cet esprit de recherche qui était intéressante, de vraiment apprendre l'informatique, mais dans son entièreté, pour pouvoir vraiment la sécuriser. Donc c'est vraiment ce large panel de tout ce qu'on peut apprendre avec la cybersécurité. Le cursus, c'est combien? 5 ans? Alors, la formation dure 3 ans sur la partie quasiment en 2600 heures et on le forme finalement sur une équivalence master, donc Bac plus 5. D'accord, bac plus 5. Voilà, et l'école est reconnue comme organisme certificateur par France Compétences. Donc il y a la problématique de la prise de conscience dans la cybersécurité, mais l'autre problématique aussi, c'est le manque de compétences, d'où votre existence à l'école 2600. François, est-ce que vous ressentez ce besoin en main-d'œuvre? Clairement, ce besoin, il touche toute la filière. Et effectivement, Axel l'illustrait, on a 35 000 postes à pourvoir dans l'année quasiment Oui. en cybersécurité. Donc, on a vraiment besoin d'avoir ces compétences face à nous. Aujourd'hui, on est sur une filière qui est relativement jeune. Donc, effectivement, des formations de spécialistes en cybersécurité, c'est essentiel. Et ça n'existait pas avant. Donc, on est obligé de rattraper le retard qu'on a en la matière, en sachant que déjà les filières informatiques, je dirais, traditionnelles manquent elles-mêmes également de personnel. La spécialisation en cybersécurité et le fait de pouvoir avoir des experts dans ces catégories-là est absolument vital pour que la France soit compétitive en la matière. Il y a un plan cybersécurité très ambitieux qui avait été annoncé par le président au précédent quinquennat et pour être mis en œuvre, tout simplement, il faut qu'on ait les ressources pour le mettre en œuvre. Et c'est un mal français? C'est-à-dire que c'est la France qui est un peu en retard Alors, sur quand ce nous étions domaine? justement avec François aux États-Unis dans le cadre d'une mission de la Cyber Task Force, nous avons rencontré le pendant américain de l'ANSSI qui s'appelle le CISA, où les besoins actuels en effectifs sur le marché américain se chiffrent à 1,5 million de personnes. Non. Et 2 lois qui vont passer, c'est intéressant. La première, c'est qu'ils vont aligner les salaires du public avec ceux du privé pour entraîner une mobilité vers les services fédéraux de l'État américain. Et la deuxième chose, c'est faciliter l'octroi des visas. Donc on a rendu les cours d'anglais obligatoires pour nos étudiants, mais je dis ça avec beaucoup d'humour, mais on risque aussi d'avoir une fuite des cerveaux. Des personnes que nous formons en France aujourd'hui, ce qu'on a déjà constaté aujourd'hui dans la Silicon Valley, aujourd'hui une fuite aujourd'hui qui ne peut être qu'endémique. Est-ce qu'il y a une course de vitesse entre, au fond, les hackers et les gens qui s'occupent de la cybersécurité? Alors oui, toujours. Alors parfois on a même certains pays où la ligne de partage des eaux n'est pas très claire, évidemment, parce que généralement, si on prend les groupes russes, généralement ils ont le droit d'attaquer toutes les cibles à l'extérieur, surtout quand elles sont recommandées par le GRU, mais par contre elles n'ont pas le droit d'attaquer les cibles à l'intérieur. On ne se vole pas entre nous.
Maintenant, il y a toujours une course aujourd'hui, mais on a toujours l'initiative quand on fait l'attaque. Rarement quand on fait la défense. Il faut savoir que 80% des métiers auxquels nous formons sont des métiers de défense et non d'attaque. Mais il faut comprendre les psychologies de l'attaquant, sachant que le prisme de la cyber n'est pas que technique. Et c'est en cela où je fais un appel aujourd'hui aussi au profil féminin, parce qu'on manque cruellement aujourd'hui de cyberdéfendeuses. Absolument. Alors vous avez certains pays aujourd'hui. Pourquoi ? Je pense qu'aujourd'hui on considère que ce sont des métiers techniques. Alors ce sont des métiers aussi qui peuvent avoir trait à la psychologie. On parlait des attaques qui ont eu lieu concernant Uber sur ce qu'on appelle les attaques par ingénierie sociale. Aujourd'hui, c'est pas uniquement des attaques techniques en tant que telles. On a besoin de gens qui sont capables de faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intrusion fine, qui ont besoin de pouvoir travailler aujourd'hui sur la recherche en source ouverte, sur les métiers de renseignement, des linguistes aussi. On n'a pas uniquement le mythe aujourd'hui du hacker à capuche. Je pense qu'à un moment, ce mythe aujourd'hui nous fait tort dans l'industrie. On a besoin de ressources féminines et certains pays aujourd'hui le rendent possible grâce au service militaire. C'est le cas d'Israël où 50% des cybercombattants sont des femmes. Et peut-être qu'en France, si on avait un retour au service militaire obligatoire pour les femmes, ce qui n'était pas le cas, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être faciliter aujourd'hui la présence de femmes dans l'industrie. En tout cas, Maxime n'a pas de problème à se faire pour son emploi futur. Hein. Il travaille déjà, Maxime. Il travaille déjà, oui. Je suis déjà alternant. J'ai déjà une Dans quelle entreprise ? Je suis chez Airbus, D'accord. à Toulouse. Donc, À Toulouse, oui. En plus, on peut avoir une mobilité entre l'école et toute la France. Il y a beaucoup d'alternants qui sont en dehors de la région parisienne, qui peuvent travailler dans toute la France, même si l'école est implantée à Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, effectivement, juste à côté de la médiathèque. Et pour prendre un autre exemple, l'autre jour, vous avez reçu un commandant de la Marine nationale lors de votre soirée. Voilà. Et il y a des étudiants de l'école 2600 qui sont appelés à être en alternance à Toulon. Et on a vu des témoignages de quelques-uns que vous avez fait sur TV78. Exactement. François, juste, vous disiez, toutes les entreprises s'adressent à vous, des grandes, des moyennes, mais est-ce qu'il n'y a pas un plus gros effort à faire aujourd'hui sur les PME ou sur les TPE ? Alors absolument, il y a un gros effort à faire sur les TPE, les PME et les collectivités territoriales. En France, les collectivités territoriales. Absolument. En France, on a la particularité Ouais. d'avoir quand même 36 000 communes, à peu près 46 000 établissements publics au total, qui sont des entités qui ont des budgets limités, mais qui ont des besoins qui sont bien réels et qui sont souvent les premières cibles des attaquants, et dont certaines d'ailleurs, pardon, mais tu parlais tout à l'heure d'opérateurs d'importance vitale, dont certaines d'ailleurs, bien qu'elles soient des toutes petites collectivités territoriales, sont des opérateurs d'importance vitale parce qu'elles gèrent la distribution des eaux, par exemple. Et donc toutes ces entités-là ont un besoin en cybersécurité qui en fin de compte est assez mal adressé aujourd'hui, puisque la priorité aujourd'hui de l'écosystème et du marché s'est concentrée sur les plus grandes entreprises qui avaient des besoins bien identifiés, qui ont des RSSI, qui ont des postures qui sont matures. Les plus petites entités, bien souvent, il n'y a pas de RSSI, donc il n'y a pas de responsable de la sécurité des systèmes d'information, et donc mécaniquement elles doivent un petit peu se débrouiller par elles-mêmes pour s'équiper, et c'est là qu'on travaille. On travaille en lien avec cybermalveillance.gouv.fr, on travaille en lien également avec la gendarmerie nationale pour pouvoir porter en fin de compte la notion de cyber-résilience des territoires. Un territoire, c'est évidemment des collectivités territoriales, mais c'est aussi des TPE, PME qui représentent de l'emploi de proximité, qui sont le tissu économique de proximité, qui sont particulièrement fragiles et donc qui ont particulièrement besoin d'être protégés aujourd'hui. Et merci d'être venu sur ce plateau, édition spéciale du Sky Echo. Et je rappelle cette phrase, que je la trouve très, très, très parlante, la cybersécurité, ça n'est pas un choix. Absolument. C'est sur votre site. Absolument. On va continuer à parler Merci. eh bien, d'innovation Absolument. avec le LNE, Ah, le laboratoire national de métrologie et d'essai, qui est Absolument. situé À Trappes. à Trappes. Exactement.